Salut, Lyle et Eric Menendez. Peut-être que ces noms vous rappellent vaguement quelque chose, que vous avez lu des articles à leur sujet ou que vous avez vu des vidéos à leur sujet, parce que ces deux frères ont défrayé la chronique américaine il y a quelques années déjà, dans les années 90, et surtout ils ont divisé le débat entre ceux qui les jugent coupables et ceux qui parlent de circonstances atténuantes. Des questions légitimes se posent, quelles sont les raisons qu'ils invoquent, eux, concernant leur innocence, et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Voilà, j'avais envie de le dire aujourd'hui. Par contre, moi je suis toujours en spectacle jusqu'au mois de juin avec mon spectacle Archétype, rien à voir avec le sujet de la vidéo, c'est avec mon spectacle de mentalisme, d'humour et de science. Vous avez toutes les dates qui s'affichent si vous voulez venir le voir et qu'on se voit à la fin, vous avez un lien dans la description. Il ne me reste plus qu'à enfiler mon costume de profiler, ou pas, pour mener l'enquête à vos côtés. Allons-y, Loïc, générique. Que s'est-il passé ce 20 août 1989 au cœur de ce luxueux quartier qu'est Beverly Hills? Qu'est-ce qui est venu perturber le calme de cette ville d'ailleurs plutôt charmante, et quand je dis calme, c'est peu dire. Ce jour-là, Kitty et José Menendez sont brutalement abattus. Des dizaines de balles sont venues ôter la vie de ce couple qui était un couple en apparence sans histoire. Des bouts de cervelle, un parterre couvert de sang, c'est une scène sordide. Pour bien comprendre les faits, nous allons rembobiner un petit peu le film ensemble. C'est important que vous compreniez l'univers, les personnages, les personnalités d'ailleurs, pour bien vous immerger dans le contexte. José et Kitty se rencontrent dans les années 50. Ils se marient 13 ans plus tard. José, c'est un riche producteur de films et sa fortune est estimée à 14 millions de dollars. C'est pas mal. Kitty, quant à elle, travaille pour des événements sportifs. Elle abandonne toutefois rapidement son emploi lorsque José lui fait comprendre que ce métier n'est selon lui pas fait pour les femmes. Autre époque, autre mœurs. Kitty est une femme soumise à son mari, José est plutôt le genre de mâle dominant, macho, sexiste, vous avez compris. D'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir compris, il n'est pas très apprécié de ses collaborateurs, qui le trouvent froid, qui le trouvent brutal. C'est dans cet univers-là que naît le premier enfant de la fratrie, c'est Lyle. Il naît alors que ses parents n'ont que 23 ans. Eric voit le jour quant à lui 3 ans plus tard. Là aussi, José se montre très autoritaire envers ses enfants, il les prive de sortie, il les empêche toute amitié avec d'autres personnes, d'autres camarades, ou encore les force à devenir des champions de tennis alors qu'ils n'avaient pas du tout envie de pratiquer ce sport. Kitty, de son côté, semble assez indifférente à ses enfants, elle leur montre très peu d'affection. Elle a d'ailleurs tendance à être plutôt violente envers eux quand elle se met en colère. D'ailleurs, Kitty est une femme trompée par son mari, il a 2 maîtresses. C'est donc une femme au destin tragique qui sombre rapidement dans la dépression et dans l'alcoolisme. Elle va vite franchir la ligne et partir en vrille, elle reporte toute la responsabilité de ses malheurs sur le dos de ses enfants, jusqu'à regretter qu'ils soient nés, elle leur en fait part. Donc force est de constater que les petits Lyle et Eric Menendez grandissent dans un univers vraiment pas très sain, malsain même, hein. Et un jour ça dérape, et ce jour-là c'est le début du cauchemar. Nous sommes donc le 20 août 1989. À ce moment-là, Eric a 18 ans et Lyle en a 21. Ce jour-là, tout va basculer. Il est 23h47 lorsque Lyle appelle le 911 en pleurs et en hurlant « Venez, venez, mes parents ont été tués ». Arrivé sur place, la police n'est pas très au clair sur la situation. Elle pense que des tireurs se trouvent encore, peut-être, potentiellement, dans la maison, jusqu'à ce que les 2 frères sortent en courant. Les policiers en profitent donc pour rentrer dans la maison, ils fouillent et constatent un affreux massacre. Le père a été abattu avec une dizaine de balles et la mère est complètement défigurée par les tirs d'un fusil de chasse. On retrouve le père assis dans le canapé et la mère allongée sur le sol. Les 2 frères vont expliquer avoir découvert leurs parents ainsi quand eux-mêmes sont rentrés du cinéma. Mais les faits sont étranges et rarissimes dans ce quartier. Alors ça attire forcément l'attention et cette affaire fera un grand bruit par la suite. On y reviendra. Sur place, la police ne tient pas vraiment compte des 2 enfants. Pas en tant que suspect, en tout cas, ils ne relèvent même pas leur empreinte. Moins d'1 an plus tard, les choses vont rapidement basculer pour les 2 frères. Eric se confie à un psychologue. Ce dernier enregistre ses dires, les conversations sur une bande son, une bande magnétique, qu'il va transmettre à la police. Parce que dans l'une des bandes son, Eric s'exprime en disant « Mon père aurait été fier de ce qu'on a fait et du mode opératoire qu'on a utilisé. » Le message est quand même assez clair, d'autant plus qu'il a l'air plutôt fier de ce qu'il a produit. Et il a fallu du temps pour déterminer si ces audios pouvaient être utilisés comme preuve dans un tribunal, parce que cela a été dit dans le cadre d'une consultation privée et qu'en théorie, le psychologue n'a pas le droit d'enregistrer quelque chose sans l'accord du patient, sans qu'il soit vraiment éclairé sur le fait que la conversation est enregistrée. Je vous passe toutes les péripéties, mais ces preuves ont fini par être acceptées. Et puisqu'elles sont acceptées, c'est le début du procès. Quand on regarde le contexte familial dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut assez facilement en conclure à une vengeance. Les fils ne supportaient plus les abus autoritaires de leurs parents et décident de mettre fin à l'enfer qu'ils vivent en les tuant. Mais les choses ne sont pas aussi évidentes que ça.
Déjà, des milliers de téléspectateurs vont assister au procès des deux frères. Cette affaire est extrêmement médiatisée, ça fait l'objet d'une obsession nationale. Mais coup de théâtre, pendant le procès, les deux frères éclatent en sanglots et vont raconter les sévices sexuels qu'ils ont subis de la part de leur père et les violences physiques qu'ils subissaient de la part de leur mère. Bourreaux pour certains, victimes pour d'autres, le débat divise la foule immédiatement. Le premier procès est éprouvant et les deux frères sont considérés comme injugeables. C'est seulement lors du second procès que les frères seront condamnés à perpétuité sans liberté conditionnelle. Et la question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi ont-ils été condamnés alors qu'ils ont l'air d'avoir plutôt un profil de victime? Eh bien dans ce genre d'affaires, il faut chercher la question derrière la question. Quel est le motif du meurtre? En d'autres termes, la question c'est est-ce que l'argument des abus sexuels a été utilisé comme camouflage pour dissimuler quelque chose d'autre? Un jour, Eric a surpris une conversation entre sa mère et une amie, sa mère qui s'est exprimée en disant qu'elle ne donnerait pas un centime de la fortune familiale à ses fils. La grande question c'est pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas que l'héritage revienne plus tard à ses enfants? Eh bien simplement parce que la mère estime que ses fils sont deux irresponsables. 2 ans avant le meurtre par exemple, Eric et Lyle se sont mis à cambrioler les maisons environnantes chez les voisins et c'est d'ailleurs ces premiers faits qui les ont mis face à la justice. Ce qui est par contre troublant, c'est qu'à la même époque, Eric raconte à l'un de ses amis un scénario fictif d'un homme qui tuerait ses parents pour toucher leur héritage. Coïncidence? Pour les enquêteurs, en tout cas, il s'agit d'éléments probants qui montrent que le crime avait été prémédité. Les procureurs ont déclaré que les frères avaient assassiné leurs parents par cupidité pour mettre la main sur la fortune familiale. Je vous rappelle que le père était très riche. Cet argument est appuyé par un fait avéré, vérifiable. 5 semaines après la mort de leurs parents, Eric et Lyle reçoivent l'héritage. Très rapidement, ils dilapident cet argent pour s'offrir des montres de luxe, des appartements, des voitures de sport. Et avant leur arrestation, ils ont déjà dépensé près de 700 000 $. Mais pour l'autre partie, même le reste du pays, c'était un moyen de se venger des abus sexuels qu'ils ont vécus pendant leur enfance. Mais ce qui compte, c'est l'avis du jury. Et pour les jurys, le motif des abus n'était pas un facteur dans ces délibérations. Ils ont toutefois décidé de ne pas leur imposer la peine de mort parce que les deux frères n'avaient pas d'antécédents de violence avant les meurtres. Et leur avocate, Leslie Abramson, affirme qu'ils ont agi en légitime défense en ayant grandi dans un milieu violent et traumatisant. Là aussi, les témoignages sont partagés. Alors que la sœur de Kitty, donc la tante des garçons, est persuadée qu'il n'est que question d'argent et que ces abus n'ont jamais eu lieu, la cousine des deux frères tient quant à elle une toute autre version. Je me souviens une nuit, là, il est venu me voir. Il est devenu très sérieux et m'a demandé s'il pouvait dormir dans le lit près du mien parce qu'il avait peur de rester dans sa chambre car son père le touchait. Et là, il a désigné ses parties génitales. Pendant le procès, une photographie a été montrée comme preuve. On peut y voir les organes génitaux de Lyle et Eric qui auraient été pris par leur père lorsqu'ils étaient enfants. Nombreux sont ceux qui défendent la cause des frères. Robert Rand, un journaliste, a fait remonter l'affaire par le biais d'un documentaire qui comportait des entretiens approfondis avec Eric Menendez sur ses allégations d'abus. Cette vague de soutien s'est propagée dans tout le pays et plusieurs comptes sur les réseaux sociaux ont vu le jour pour défendre les frères Menendez. Ce qui est surprenant, et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager cette histoire, c'est que cela va même plus loin que du soutien. Il y a de la fascination de la part de nombreux individus. Lors de leur première condamnation, les frères recevaient jusqu'à 1000 lettres par semaine dont certaines contenaient des photos de fans nus. Ils sont parfois considérés comme de véritables stars. Je m'arrête une seconde d'ailleurs là-dessus. Si vous voulez, on pourra faire un épisode sur les relations qu'ont les gens avec des meurtriers ou des gens qui sont en prison pour des crimes graves. Si ça vous intéresse, on pourrait un petit peu creuser aussi ce sujet-là, les demandes en mariage, ce genre de choses. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien déjà, sachez qu'aujourd'hui, le débat divise toujours autant. Les deux frères étaient jusqu'à présent dans des prisons séparées parce que les autorités avaient peur qu'en les mettant ensemble, ils puissent élaborer un plan pour s'échapper, pour s'évader. Le 4 avril 2018, réunis pour la première fois depuis 20 ans, ils ont fondu en larmes en se retrouvant. Lyle accepte la vie qu'il mène actuellement et il explique sa pensée avec les mots suivants. Vous êtes souvent défini par une petite partie de votre vie, mais ce n'est pas ce que vous êtes en réalité. Vous ne pouvez rien changer. Vous êtes piégé par les décisions que vous prenez. Je suis ce gamin qui a tué ses parents et aucun regret ne pourra changer ça. Eric, quant à lui, décrit sa relation avec son père comme brutale, douloureuse, tortueuse, et pourtant, il lui porte énormément d'admiration. Lorsqu'il parle de son père, Eric dit « Il était fort, il était le succès, et il était ce qu'on m'a appris qu'était le succès ». Tous les deux frères, tentent désormais d'aller de l'avant depuis leur cellule de prison. Eric a fini par se marier avec l'une de ses correspondantes, tandis que Lyle s'est marié avec une journaliste. Vous connaissez maintenant les grandes lignes de cette histoire, pourquoi ça divise tant, pourquoi ça fait tant débat. Vous avez probablement votre propre opinion ou pas. N'oubliez jamais qu'on n'a pas toutes les données et que c'est pas une simple vidéo comme je fais sur YouTube qui permet d'avoir un avis réellement tranché. C'était l'épisode 4 de cette série. Si vous voulez qu'on continue des sujets sur ces thématiques de vidéo, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. De mon côté, je m'appelle Fabien Olicard, toujours. Ça n'a pas changé. Ah, et je voulais vous dire à très bientôt, ciao.